Et le 25 décembre 1969, Seiko lança la première montre bracelet à quartz, la Seiko Astron 35 SQ, une légende pour les amateurs de ces montres, mais de là à penser que toutes les montres à pile sont à quartz, grave erreur les amis. La conquête du temps électrique a démarré au début du XXe siècle, mais c'est à la fin des années 50 qu'une multitude d'initiatives et de calibres un peu beaucoup passionnément hybrides ont vu le jour. C'est parti dans tous les sens. On vous raconte tout ça avec Johan à côté de moi, horloger amateur, féru de montres électroniques vintage. On va se régaler les amis et apprendre beaucoup de choses. Faites-moi confiance sur le sujet. C'est parti, attention, pour un épisode exceptionnel de petites montres électroniques entre amis. Salut Johan, ça va ? Ça va et toi, Claude ? Les mecs, je suis chaud comme un dingue, ça fait un bout de temps qu'on pense faire cette vidéo avec Johan. Johan, c'est un des horlogers qui me suit et qui m'aide sur toutes ces montres électroniques. Vous le savez que je suis un grand fan de ça. Il va nous faire découvrir combien ? Pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais 5 montres, c'est ça ? C'est bien ça. T'es venu avec 5 trucs un peu loufoques dont t'as le secret ? C'est ça. Je crois qu'il est encore plus fou que moi, les amis. On démarre avec la première, celle qui est à son poignet. C'est laquelle ? C'est la Omega Seamaster Mega Quartz. Oh la vache, bracelet intégré, je peux l'avoir ? Dis donc, oui. Parce que j'en ai une de Mega Quartz, les amis, vous l'avez déjà vu, mais pas avec ce bracelet-là. Alors moi, je suis venu avec ma Master Quartz. Il fallait quand même amener du level, les amis. Je sais pas si tu as ça dans ta collecte, Johan. Eh ben voilà, on va pouvoir parler de toutes ces technos à la noix, comme dirait l'autre. Fantastique, on dirait qu'elle est neuve, dis donc. Quasiment neuve. Ouais, tu l'as acheté il y a combien de temps ? Je l'ai pas acheté, je l'ai eu sur un échange standard avec des connaissances que j'ai développées au fil des années. Ouais. Et tu l'as échangé avec quoi ? Je l'ai échangé contre une petite lip. Électronique aussi. Électronique aussi. Ah, on va voir s'il touche sa bille. Si c'est un R27, R148 ou 184, peut-être qu'il y a une lip à l'intérieur de la pochette qui est juste là. Elle est absolument magnifique. Sauf que celle que j'ai moi en D-Date comme ça, il y a écrit Genève, alors que là c'est une Seamaster. C'est une Seamaster. Ah ouais, avec le cheval marin qui est à l'arrière. Ouais. Les boutons sur le côté caractéristiques. Oui. Tu l'as acheté le marché ou pas ? Non, elle fonctionne absolument pas. Qu'est-ce que tu as fait alors dessus ? Révision complète, plus changement des composants qu'il fallait. Donc tu as ouvert ? J'ai ouvert. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre ? C'est un calibre 1310. Ouais. Donc c'est un calibre propre à Omega. Ouais. Avec un bloc moteur à l'intérieur, le tout alimenté par une pile. Grosse bobine, gros bloc moteur et fréquence moderne. Mais attends, le mec, t'es mécanicien, t'es électricien ou t'es horloger ? Horloger amateur. Horloger amateur. Et oui, c'est pas son métier c'est son problème, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé à ces montres que je vais qualifier d'hybrides ? Les amis, vous regardez ça, vous avez un look 70s bracelet intégré. Ça date de, je pense, fin 70, début 80. Oui, c'est ça. C'est ça. Franchement, la prise en main, la préhension, c'est d'une qualité de finition, les amis. Aïe, 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 aïe. C'est un peu grand pour moi, tu vas pouvoir repartir avec. C'est une Omega Mega Quartz, 32 000 Hz. C'est ça. Ça, c'est quoi ? C'est le début d'Omega dans les mouvements à quartz, justement à cette fréquence qui était devenue le standard ? C'est toujours le standard à l'heure actuelle. Ouais, c'est 32 568 Hz, un truc comme ça ? 32 768. Ouais, c'est ça. Ok. On a une montre D-Date avec les boutons sur le côté. Les mecs, il faut être polytechnicien pour savoir comment tu règles ça entre celle qui te fait avancer l'heure ou les minutes ou la date c'est ça. Et c'est un petit peu le sujet. Avec une couronne microscopique. C'est toujours le problème des Omega. Sur ces Omega de cette génération-là ? Ouais, les couronnes sont vraiment petites. Aïe, 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 aïe. Avec le Omega en rouge comme ça, avec en relief, c'est pas mal. On a l'impression, c'est assez surprenant, je connais bien ces trucs-là, je vérifie s'ils ne nous racontent pas des cracks, les amis, que tu as un verre anti-reflet, et là, c'est un truc qui ne correspond pas avec l'époque, là. Oui, le verre n'est pas d'origine à l'époque. Je l'ai juste changé avec un verre saphir anti-reflet pour une meilleure durabilité dans le temps. Donc, tu ne voulais pas avoir le verre acrylique ou plastique ou ésalite, peu importe comment on l'appelle,
avec le logo gravé à l'intérieur. Sur les verres minéraux, il y en a. Sur les récentes, ils ont le fameux logo appliqué au centre, mais sur les anciennes, il n'y a pas forcément de logo. Oui, donc sur un verre minéral, mais sur un verre en plastique. Oui, sur les verres minéraux acryliques, oui. Et là, on a un tic-tac. Un tic-tac d'une bonne montre à quartz, les amis, avec une aiguille qui bouge, ma foi, un peu tremblante. On n'est pas sur les séries 9 Grand Seiko. Non, pas du tout. Parce que là, les amis, ils touchent sa bille sur tous ces trucs-là, l'ami Johan, mais alors sur Seiko, c'est encore pire. On verra ce qu'il y a dans la belle besace. Donc, tu l'as pas acheté, mais ça veut dire que tu peux me la filer. Ah, bah pas à ton poignet. Elle va pas à mon poignet, l'enfoiré. Par contre, la tienne, je dirais pas non. La tienne, tu dirais pas non. Et oui, alors la mienne, les amis, vous le savez, là, on est dans une technologie qui est différente. C'est un calibre dit Master Quartz chez Jaeger-LeCoultre, mais c'est Girard-Perregaux avec la série 350, 352, 353. Girard-Perregaux, fin des années 60, était au top du top de la R&D en termes de calibre à quartz, avec le centre électronique de Horloger à Neuchâtel, qui a bossé sur le Beta 21. Peut-être qu'il y aurait une Beta 21 là-dedans. Et en fait, le standard, tu me dis si je me trompe, mais le standard des 32 000 Hz, qui est aujourd'hui, tous les mouvements à quartz tournent à cette fréquence-là, c'est issu de la R&D de Girard-Perregaux. C'est bien ça. Puisque la 35 SQ, les amis, la Seiko Astron, elle tournait à 9000 Hz, un truc comme ça. 8000 et quelques. C'est une autre façon de voir la résonance et la conquête du temps électrique qui a pris en fait des années. Je parlais de la fin des années 50. Il y a eu des initiatives chez Elgin avec LIP et bien évidemment Hamilton. Avec sa Hamilton. T'en as une d'Hamilton là-dedans ? Ah, il en a pas, mais qu'est-ce qu'il a dans cette pochette ? C'est pas possible, on va le voir les amis. On reste là. Si vous voulez avoir des invités complètement fous, etc., prenez 2 secondes pour claquer un like et vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que vous allez faire comprendre à YouTube que vous voulez des invités comme Johan et d'autres qui viennent raconter leur montre. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Parce que on n'a pas le même âge, c'est quand même super 70s, t'étais pas né à cette époque-là. Non, j'étais vraiment pas né. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? La forme qui est vraiment atypique, la robustesse, c'est un ensemble en fait. Ouais. C'est quand j'arrive à en obtenir une, c'est l'émotion que la montre me procure en premier. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas un achat pour un investissement ou voilà, c'est vraiment si j'ai un coup de cœur, la montre, je l'ai. Si elle est en panne, c'est pas grave, je la répare. C'est pas un problème. Est-ce que ça fait pas partie en fait de tes critères de choix, ça, qu'elle marche pas, puisque toi tu sais les faire marcher ? C'est un plus. En fait, il a échangé contre un plat de lentilles. Il nous l'a pas dit, mais non, mais c'est vrai, c'est intéressant. C'est un peu la démarche que j'ai parce que je le connais aussi, et puis parce que j'en connais d'autres d'horlogers qui sont en France ou à l'étranger. Quand vous savez une montre, vous dites tiens, à l'intérieur il y a ça a été fait plus ou moins en grande quantité ou non, ou allô Johan, est-ce qu'il y a des pièces là-dessus, etc. Let's go, vous pouvez acheter une montre qui fonctionne pas, mais ça, c'est une démarche un peu de passionné, un peu de maboule manteau, d'accepter d'acheter une montre qui marche pas et peut-être qui marchera jamais. C'est un risque. Ouais, mais ça globalement, est-ce que Mega Quartz, sachant qu'il y a d'autres marques, Omega en fait avait déjà fusionné depuis belle lurette entre guillemets avec Tissot, donc des Mega Quartz, il doit y en avoir des 1310, c'est ça ? Oui. Il doit y en avoir d'un chez Tissot, oui. Ouais, il y en a pas mal. Des calibres en commun avec Tissot. C'est facile à faire fonctionner ça ? Ça commence à être difficile. Ouais, qu'est-ce qui est merdique là-dedans ? Les bobines. Ouais. Est-ce que c'est des grosses bobines ? Donc la partie électrique ? La partie électrique. Le circuit aussi. Ouais. Où on peut avoir des composants qui grillent. Donc circuit qui va alimenter le moteur pas à pas. C'est ça. Ouais. Et il n'y a pas aussi des merdes avec la faible qualité des roues dentées, dates, semaines, etc. Alors c'est le seul avantage qu'on a vraiment avec les vieilles quartz, c'est que les roues sont en métal. Ouais. Il y a très peu de modèles où il y a des roues en plastique, okay. Donc ça s'entretient comme une montre automatique ou mécanique classique. C'est parce que il n'a pas ouvert la Master Quartz Jaeger-LeCoultre. Il y a des trucs un peu loufoques là-dessus. Il y a même un truc absolument fantastique, les amis, dedans. Il y a un chipset Motorola. Vous imaginez comme les téléphones mobiles, entre guillemets, ben oui, mais Motorola, avant les téléphones mobiles, voilà, c'est le monde du silicium et de la puce. Ça permet de dater la montre. Et tu sais quoi ? Tu sais de quand elle date, celle-là ? Je dirais début 70.
Avril 72, les petits loups. Donc si là-dedans, il y a un calibre avec une puce Motorola qui date d'avril 72, c'est qu'elle a été fabriquée bien avant. Donc avant la présentation à Bâle en avril 72 de la Royal Oak, tu vois le look, etc. Donc si vous préférez la paternité de tous ces looks, tous ces designs, etc., voyez bien qu'il y avait une tendance à l'époque sur ce type de montre où on est très très similaire en termes d'approche stylistique. Si tu avais un petit adjectif à lui donner à celle-ci, ce serait quoi ? Robuste. Robuste ? Ouais. C'est pas mal, les amis. Vous savez, vous allez avoir l'occasion de voter pour votre préféré parmi les 5. On enchaîne avec une deuxième. Je ferme les yeux et j'en prends une. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, bah nous y voilà ! Eh, dis donc, l'Hypnotic Ski avec bracelet acier, c'est interdit ça ? D'où t'as eu ça ? C'est tout à fait autorisé. C'est tout à fait autorisé. Oh purée, avec le système, avec un système de plongée qui est là. Pas mal du... Mais attends, mais c'est la même que la mienne ? Presque. La vache ! Une l'Hypnotic Ski comme la mienne, Lip Industrie de Palante. Alors, raconte-nous ça. Là, on est sur le monument de l'horlogerie française. Oui. Depuis très 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 longtemps, hein, fin 19e, pardon. Mais là, on est sur un modèle électronique. Quel calibre là-dedans ? C'est le R184. R184 et R148, c'est le même, mais sans la date. Sans la date. Donc là, comment ça fonctionne concrètement ? Là, on a une montre qui est intégralement à quartz, donc qui a quand même des pignons et un moteur pas à pas, etc. Mais il n'y a pas d'oscillation mécanique. Non. Alors que là, on est sur là, on a un balancier spirale. C'est plus, on va dire, une électromécanique. Électromécanique. Donc l'énergie vient de la pile. Vient de la pile. Qui remplace le ressort, le barillet, le truc, etc. Par contre, tu as quand même un balancier, un spirale et une encre. Et une encre. Et ça vous fait un petit tic-tac. Un petit tic-tac métallique très caractéristique. Alors, je connais bien ces modèles. Là, on a un échappement à encre à coup perdu. Donc, en fait, c'est une 3 Hz divisée par 2. C'est bien ça. On est à un 1,5 Hz, d'où un déplacement à moitié entre une quartz et une montre automatique. C'est ça. Des prémices du quartz. Mais ça, c'est pas quand même l'enfer à faire fonctionner, ça, parce qu'il faut être horloger et électricien, en fait. C'est ça, c'est... dans les composants, on retrouve des diodes, on retrouve des bobines, on retrouve quand même pas mal de choses. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sortes le fer à souder pour faire fonctionner ça à un moment ? Ça peut arriver. Alors que là-dedans, non. Moi. Quand tu changes une bobine, qu'est-ce qui se passe ? T'as des griffes, c'est des blocs. Des branches et des blocs. C'est un bloc, oui. Ouais, alors que là-dedans, il y a des soudures. Là-dedans, il y a des soudures. Le mec, il sort le chalumeau. Comment t'as appris à t'occuper de tout ça ? C'est simplement par curiosité, en fait. Le fait de comprendre les choses, comment elles fonctionnent, de les démonter dans un sens et de les remonter dans l'autre sens. À force d'en faire, on comprend comment ça fonctionne et comment on peut les réparer, identifier les pannes. Mais t'as démarré il y a combien de temps ? Je démarrais il y a à peu près 6 ans. Et tu savais rien faire ? Et je savais rien faire. Juste la logique. Et pourquoi tu t'es mis à ça ? Quand t'étais petit, tu faisais du mécano, tu démontais tout, on te filait un truc, premier truc que tu faisais, c'est que tu démontais. Je suis très manuel. Démonter, remonter, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Le mec, on lui file un meuble Ikea, monter, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il le démonte pour le ranger dans sa boîte, quoi. C'est ça. Tu dois être une tuerie pour monter un meuble Ikea. Ah oui. Ah bim, bam, boum, direct. Hein. Cela dit, pour pas réussir à monter un meuble Ikea, faut vraiment y aller, quoi. Faut perdre des pièces. Ok, Nautic Ski, c'est un peu l'emblème de l'un des emblèmes. J'allais dire une connerie tellement il y en a. Des lips, vous savez, j'en ai un paquet. T'en as beaucoup des lips ? J'en ai quelques-unes, ouais. T'en as quelques-unes, principalement des électroniques comme ça ? Principalement. Ouais, la Nautic Ski, les amis, il y en a une que j'aimerais bien avoir un jour. Je sais pas si tu vois laquelle c'est. C'est une Nautic Ski comme ça. Alors ça, c'est une super Nautic Ski, hein, parce qu'il y a un boîtier super compresseur. Voilà. Celle qui est noire, avec une forme, on va dire, un petit peu plus classique, et avec des index radians appliqués. Tu vois ce que c'est, ça ? Première génération. Ah, c'est sorti avant, la version noire ? Ouais. Ok, mais sinon, c'est le même calibre. C'est le même calibre. Ouais.
Qu'est-ce qui est... parce que les amis, Daily Show, c'est de la pédagogie. Qu'est-ce qu'on peut dire à nos amis abonnés? Si vous n'êtes pas abonnés, les amis, c'est le moment de le faire. Sinon, si vous me demandez les coordonnées d'Yoann, je ne pourrais pas vous les donner, quoi. Hein. C'est quoi les gros enjeux quand on peut trouver dans une brocante ou au fond d'un tiroir une Notix Key, donc un calibre électronique LIP? C'est quoi? C'est le risque que ça marche jamais est élevé. Il y a toujours des pièces, il y a beaucoup de pièces, c'est compliqué, c'est difficile. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Sur ce calibre-là, on trouve encore des pièces neuves. Ouais. Ça se répare, mais peu de gens les font. Ouais. Ben on s'en fout, toi tu le fais. Oui, moi je le fais. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peu de gens le font parce que moi, ce que j'en ai compris, c'est que pour beaucoup d'horlogers, c'est pas de l'horlogerie. C'est ça. C'est tout ce qui est quartz électronique. On a tendance à penser que c'est pas noble. Ouais. Alors que c'est une autre noblesse. C'est une autre noblesse. Les amis, c'est un peu comme la noblesse royale et la noblesse d'empire, quoi. La noblesse d'empire, c'est la noblesse napoléonienne, c'est des sous-nobles, entre guillemets. Non mais je déconne. Tout ça, c'est différent. Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que là, on a je radote, vous le savez déjà, mais je le redis quand même. Hein. Là, on a une époque où, en fait, le sujet, c'était pas de faire le moins cher possible. Non. Le sujet, c'était de faire le plus précis possible, toujours avec la même philosophie horlogère, la qualité des matériaux, l'établissage suisse, etc., etc. Puis là, c'est pareil. On n'est pas encore passé, on va dire, à partir du début des années 80, sur des technologies purement électroniques, avec l'arrivée des LCD, des LED, puis des LCD, etc., où in fine, en fait, la conquête du temps a été cramée, c'est-à-dire l'horloger mécanique était morte dans sa capacité à faire plus précis. Ouais. Et donc l'objectif, puisque le plus précis n'était plus atteignable, avec du quartz, il y a des choses, horloge atomique, machin, etc., mais radio-pilotée. Mais dorénavant, la suite, ça a été comment on fait le moins cher. Et le moins cher sur le mouvement électronique et moins cher sur les matériaux. Et puis là, on arrive avec des trucs et on a changé de paradigme. La G-Shock est arrivée et ça fait toujours autant fasciner les collectionneurs, entre guillemets, quoi. Je suis super jaloux de toi, là, avec ce bracelet acier. Si elle me va, les mecs, je repars pas exceptionnellement avec la montre, puisque celle-là, je l'ai déjà, mais je repars avec le bracelet. Ça te va ou pas? Si j'arrive à le régler. Putain, c'est... Ah oui, non, mais attends, je peux le... Ah, j'ai tout nous défoncé. Je ferme. Oh purée. Oh, la vache, je peux aller faire de la plongée avec, les mecs. Le petit réglage comme ça, là. Voilà. Bon, je repars avec le bracelet, les mecs. Superbe. Elle est en bleu comme ça. Il y a d'autres bracelets, il y a d'autres boîtiers, pardon, aussi, avec sur les Notix Key de cette couleur-là. Oui. Mais en Super Notix Key, c'est toujours comme ça, ou c'est noir? En Super Notix Key, c'est toujours bleu. Elles sont toujours bleues, mais le bleu peut changer de couleur avec le temps. Et se patiner, quoi. Oui. Ouais. Et on a la trotteuse avec l'éclair à l'arrière. Ça me rappelle quelques-unes des zips, les amis, que j'ai. Petit adjectif pour celle-là, Yo-Yo? Je dirais électrisante. Électrisante, putain, le mec, il est bon! On se régale, les amis. Avant de passer à la deuxième découverte, vous le savez, il y a la nouvelle séquence 60 secondes chrono. Attention, on va chronométrer avec... on n'a pas de chronomètre, on n'a pas de chronographe, pardon. Peut-être qu'il y a un chronographe électronique à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. Je te pose des questions, tu me réponds par oui ou par non ou par ce que tu veux. D'accord ? D'accord. Ta complication préférée ? Chronographe. Intéressé par le vintage ? Oui. T'es plutôt Seiko ou Omega ? 50-50. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une montre ? L'aspect. La montre préférée de ta collection ? J'en ai pas qu'une. Navitimer ou Monaco ? Monaco. Cartier Tank ou Cartier Santos ? Cartier Santos. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion ? Occasion. Ta marque préférée ? Seiko. C'est ton truc, les horlogers indépendants ? Non, pas trop. Tu aimes les bracelets rubber ? Oui. Intéressé par les micro-marques ? Si j'ai le coup de cœur, oui. Tu peux m'en citer une ? Non, pas en tête. Tu te vois avec une montre intégralement en or ? Non. Plongeuse ou GMT ? Plongeuse. S'il ne devait t'en rester qu'une dans ta collection ? Tu vas la découvrir à peu près. Le modèle de tes rêves ? Modèle de mes rêves, ce serait une Rolex 4017.
Rolex 4017, les amis, on va creuser tout de suite ça dans la suite de cet épisode de Petite montre électronique entre amis. C'est quoi une Rolex 4017 ? C'est la Rolex Midas, mais sur un bracelet cuir. Rolex Midas asymétrique. Asymétrique. Avec un triangle à 9 heures. C'est ça. Avec un bracelet en cuir. Et asymétrique aussi. Ouais, et asymétrique, comment se font les attaches avec le boîtier ? C'est en dessous. C'est le système en fait de bracelet caché. J'ai envie de voir ça, les amis. Comme je ne sais pas ce que c'est, je vais vous faire défiler une photo quand même. Moi, ce que je me dis, c'est qu'Johan, en fait, il va la chiner dans un état catastrophique. Je me dis que c'est ça que tu cherches à faire. C'est ça. Qui ne marche pas. C'était une montre à quartz à l'époque ? Non, mécanique. Mécanique. Aïe, 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 aïe. Vous savez que Rolex a fait des montres à quartz jusqu'à encore quelques années. Début 2020, il y avait toujours des montres à quartz. Et puis, il y a un modèle qu'aiment beaucoup les amateurs de montres de ces époques-là, c'est la Rolex Oyster Quartz qui a existé en 3 aiguilles date ou en D-Date également. Des modèles assez séduisants. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Parce que là, est-ce que c'est pas la peau de chagrin plus que ce qu'on vient de voir pour faire fonctionner ces calibres-là ? Beta 21, c'est quand même chaud. Beta 21, c'est très chaud, mais dans les Oyster Quartz, c'est un calibre maison qu'ils ont développé chez Rolex. Donc, alors que les premières étaient en Beta 21. Les premières étaient en Beta 21. Ouais. Et le calibre Rolex, c'est le premier quartz thermocompensé. Ouais. Ça veut dire qu'en fonction de la chaleur, il se régule lui-même à l'intérieur. Ok. Et c'est très 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 bien. Et ça, t'as déjà manipulé ça ? J'en ai une. Et t'as réussi à la faire marcher ? Oui. Il est bon ce Johan. Attention, je sens qu'il va y avoir une Rolex Oyster Quartz à l'intérieur. Les amis, on enchaîne avec la suivante. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on sort ? Hop. Alors là, on change de génération. Qu'est-ce qu'on a ? On a une Seiko Silver Wave Full LCD. C'est ça. Non mais attends, ça date de quand ça ? 81. Alors pour moi, 81, c'est le ZX80 de Sinclair. Les amis, on est dans la micro-informatique. Je dis ça sert à rien, mais c'était noir, c'était en plastique. Non mais ça, c'est 1981. C'est pas le début du LCD, non. Mais on est quand même très on est au début. C'est un petit peu ce qui a été le marqueur de Seiko pour beaucoup de gens, qui est encore le cas pour beaucoup de gens. Seiko, c'est ça. On montre à quartz comme ça, etc. Alors que ma foi, c'est quand même bien plus que ça. Mais c'est ainsi la logique des produits japonais pour le Japon et l'export. Ils sont allés à la conquête du monde avec des modèles somme toute qu'on fait leur gloire, qui étaient LCD. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, cette montre ? Alors, ce qui est spécifique, c'est qu'elles sont apparues dans certains films qui sont un peu connus. Ouais. Lequel ? Avec un certain agent 007. OS 117 ? Non. Ah non, pas OS 117, lui, c'était le franchouillard. C'est ça. Lui, ah ouais ? Dans un James Bond, lequel ? Octopussy, avec Roger Moore. Roger Moore, oh la vache. Je sentais, je sais pas pourquoi, qu'il allait me sortir un truc comme ça. Je sais que c'est un fan de Seiko, etc. Je lui ai dit, viens avec des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ben moi aussi, figurez-vous. Et là, à ce jeu-là, le mec, il veut jouer au con avec James Bond. Voilà. Moi, j'ai sorti la Pulsar LCD monobouton, la vraie, celle avec le Pulsar gravé sur le... Donc le mec, il va essayer de me dire, on l'échange. Si elle te va, je l'échange contre la surprise que tu feras tout à l'heure, parce qu'on a bien compris qu'il allait y avoir une surprise, les amis. Restez jusqu'à la fin. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais on va voir. La Master Quartz, elle n'est pas en échange. Dommage. Celle-là, est-ce qu'elle me va ? Alors là, on est sur du LCD, mais là, c'est intégralement. Donc on avance dans le temps, en fait. Ça part dans tous les sens, les amis, je suis d'accord. Mais là, on arrive sur quelque chose qui est intégralement électronique. C'est-à-dire qu'il y a un chipset, de l'électricité qui envoie de l'énergie dans un panneau LCD et qui fonctionne, etc. Là, c'est à peu près similaire, sauf qu'on est sur un affichage LED. Ça a pas duré très très longtemps. C'est ultra consommateur d'énergie. Ça a duré 2-3 ans, mais c'était la folie aux États-Unis. Il y avait des modèles full or, notamment chez Omega. Le Omega TC1, Time Computer One. T'en as des comme ça ou pas ? T'es pas très LED ? J'ai une Pulsar en cours de restauration, justement. Ouais. Moi, j'aimerais bien qu'il soit LED. Je vais vous dire pourquoi.
Parce que sinon, je suis obligé de les envoyer en Angleterre. Et comme ils sont sortis de l'Union Européenne, c'est con. Con, vous m'avez compris, dans le sens, c'est quand même pas la meilleure idée de l'année. Hein. Enfin, après, c'est leur problème. Mais maintenant, l'import-export est compliqué. Beaucoup plus compliqué. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un. Voilà, c'est une demande officielle. Je ne demande pas en mariage, les amis. J'ai besoin de quelqu'un en France, à Paris, pas loin de chez moi, qui puisse s'occuper de ces trucs-là. Donc, faut que tu t'y mettes sérieux, quoi. On va commencer. Et regarde, appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton plus longtemps. Mais oui. Alors quand vous avez les deux boutons, vous avez la date et vous avez l'indicateur avec un petit point en haut ou en bas qui te dit si c'est AM ou PM, puisque les Américains fonctionnent différemment sur la lecture du temps. T'as un espèce d'insert là en... C'est quoi, c'est du plastoc? C'est en plastique, oui. Ouais, mais ça a bien vieilli. Il a bien vieilli quand même. C'est une tocante qui a presque 40 ans. T'es pas craquelé ni rien. Rien du tout. Qualité japonaise? Toujours. Et ça, quand tu l'as eu, elle a marché ou pas? Non, elle ne fonctionnait pas non plus. Et qu'est-ce qui marchait pas? Rien ne marchait. C'est le problème en fait des quartz, c'est qu'on a tendance à laisser les piles à l'intérieur. Ah purée, et ça avait coulé? Ça coule, l'oxydation, ça mange les circuits. Ouais. Et souvent, c'est les pistes qui sont bonnes à refaire. Ouais, mais le LCD marchait? Et le LCD marchait. Et qu'est-ce qui se passe si t'as un truc, le LCD il est cuit? Là, t'es mort. Alors, tu sais pas fabriquer du LCD? Non, malheureusement pas. Mais comment tu fais? Les pièces se trouvent encore. Ah ouais. Donc tu nettoies le circuit si nécessaire, s'il est oxydé. C'est ça. Donc évidemment, problème d'étanchéité égale oxydation du circuit. Oui. Ah aussi. ouais, donc vous avez vu l'étanchéité, là c'est plus le sujet de si je me baigne ou si je plonge avec. Le sujet c'est l'humidité qui rentre. Donc si t'as pas des super joints, tu vois là-dedans, là par exemple, là celle-là, voilà. J'ai pas de joint dessous, t'as pas de joint. Donc elle prend l'humidité. Voilà. C'est terrible ça. Combien ça vaut une tocante comme ça? Ce modèle-là, on le trouve entre les 800 et 1000 euros. Vraiment un truc de collectionneur. Oui. Ben oui, parce que vous avez ça au poignet, les amis. Soit vous êtes fan d'Octopussy, soit vous êtes fan des James Bond Girls d'Octopussy, soit vous êtes fan des bagnoles de James Bond. Mais en fait, là, on est vraiment dans la collection. Donc, entre guillemets... Mais attends, donc Octopussy, il avait un bracelet acier? Oui. Ah, ok. Il avait la version européenne. Ouais. Ah, ok. Alors que ça, c'est Japon. Ça, c'est la version japonaise. Donc, pour le marché japonais, c'est la Silver Wave. Toujours déjà à l'époque la même histoire de... Il y a... Comme on regardez les Citizen Tsuyosa quand elles sont sorties, il y avait... Ah ouais, mais il y a l'import japonais. Lui, personne ne l'a. Ça, c'est la caractéristique aussi du système japonais. Moi, ce que je voulais vous montrer, les amis, avant qu'on enchaîne, je voulais vous montrer ce bouquin, les amis. Là, je l'ai montré à Johan juste avant qu'on commence à enregistrer. Ce livre s'appelle History of the Modern Wristwatch. Ça a été écrit par un Néerlandais qui s'appelle Peter Donzen. Si vous aimez tout ce dont on parle là, dès tout début, il y a les brevets, il y a les explications, il y a les designs, il y a les types de mécanique, il y a le fonctionnement, il y a la R&D, il y a presque toutes les marques, même des marques que même moi je connais pas. Vous avez les Brown, bien connus pour les rasoirs qui ont fait des montres. Vous avez Sinclair qui a fait des montres de ce type-là. Absolument fabuleux, vous pouvez l'acheter. Parfois, vous me demandez quels sont les bouquins à voir. Si vous aimez la partie de l'horlogerie qui est passée de 100% mécanique à 100% électronique, et tout ce passage-là, où le sujet c'était la conquête du temps et pas de faire le moins cher possible, c'est résumé dans ce bouquin, c'est absolument fabuleux. Je vous mettrai les références dans le bazar, dans la description. Un petit adjectif pour celle-là? C'est plus dur. Hein. C'est plus dur. Eh ouais, mais oui, parce qu'il y a 100% électronique, c'est compliqué, quoi. Hein. Elle est hollywoodienne? Oui, on peut dire ça, oui. Elle est hollywoodienne, c'est offert. Maintenant, c'est moi qui donne les adjectifs, les amis. Une troisième montre. Alors, qu'est-ce qu'on enchaîne sur une cinquième? Là, pouf, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est encore que ce truc? Oh putain, non mais ça, c'est un coquin, putain, la vache, il vient avec des tocantes qui me plaisent. Là, on a une autre Omega. Oui. On reconnaît avec... en plus, là, il y a carrément le nom Omega en applique. Là, et là, par contre... Elle chante à l'oreille. Ah, on a le petit bourdonnement. Là, on a de mémoire un calibre sur une base de technologie de Bulova Accutron. C'est ça. Ah ouais. Là, on est sur une Omega Seamaster. Chronomètre, les amis, avec une autre technologie. Donc là, on a de mémoire une platine super belle, etc. Mais l'oscillation se fait avec une tuning fork.
C'est ça, un diapason. Un diapason, où on envoie de l'électricité dedans et il résonne d'une certaine façon. Sur une certaine fréquence et la montre s'actionne. Ouais. Et il alimente un moteur pas à pas, mais sur lequel il y a une roue à combien de dents là ? 300 dents. Une roue à 300 dents, les mecs. Et la roue, elle est grosse comment ? Microscopique. La roue, les amis, elle est de mémoire, tu me dis si je me trompe, plus petite qu'une tête d'allumette. Oui. 300 dents, les mecs. Et ces 300, c'est ce qui fait que quand vous regardez la trotteuse, elle flotte. Elle flotte un peu moins vite qu'une Spring Drive de chez Grand Seiko. Plus vite. Plus vite ? Ah ouais ? Oui. Ouais, mais non, quand je disais, elle est plus saccadée qu'une Grand Seiko, non ? Non. Ah ouais ? On est sur ce qu'on appelle des secondes glissantes. Totalement glissantes. Une Grand Seiko, c'est 36 000 alternances et 5 Hz. Ce modèle-là, non, on est à 300 Hz. Non, mais une Spring Drive, je te parle. Moi, je parle pas d'une 5 Hz Grand Seiko. La Spring Drive, ça flotte comme ça, là, ça se déplace tout seul. Tu vois, il y a des à-coups. Ah ouais ? Oui. Et là, il n'y en a pas ? Et là, il n'y en a aucun. Il y en a, mais ils sont à 300. Je peux essayer ? Oui. Bon, là, quand je la passe comme ça sent bon. Ah ouais, là. Mais attends, je comprends pas, parce que je connais ces mécaniques-là. Il y en a dans les Eterna Sonic, il y en a dans les Tissot Sonic, il y en a dans des Longines. Alors, peut-être que tu as une Longine. Longines aussi, fin des années 60, était au top avec les Longines Ultra Quartz. Et pour le coup, au même moment, ils sortaient les Longines Ultracron. Donc, Ultracron, c'était 5 Hz mécanique. Ultra Quartz, c'était l'électronique. Ils n'ont pas été très visionnaires, ou en tout cas, ils étaient au top à ce moment-là, puis ils se sont fait balayer par Seiko, les amis. Hein. Mais là, c'est un look de malade mental. En fait, t'aimes les années 70 ? Totalement. Pour moi, c'est la meilleure décennie. Bah, je suis assez d'accord avec ça. Franchement, niveau musique, ça envoie. Fin 60, début 70. Hein. Sur tous les domaines. Et bagnole aussi ? Bagnole, musique, montre. Ouais, mais les pattes dev, ça va, quoi. Un peu moins, hein ? Moins. Un peu moins, ouais, ok. Ok, donc là, c'est assez drôle. On a un look qui est puré, mais c'est exactement entre guillemets les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la même logique du logo sur fond rouge en applique. Les aiguilles sont pas les mêmes. On est sur des index qui sont pas faits de la même façon, mais qui esthétiquement sont similaires. Et puis on a une D-date. Par contre, t'as une couronne de choupinounou, quoi. Ah, c'est le problème des Oméga, c'est les petites couronnes. Des Oméga de ce type-là. De ce type, ouais. Donc les Oméga F300 Hz. Oui. Voilà, parce que ça, c'est la fréquence. Voilà. Vous vous rendez compte ? Donc on a le standard du quartz, Master Quartz ou Mega Quartz, qui est à 32 000 Hz. Là, on est à 300 Hz. Et quand on est sur un calibre mécanique haute fréquence, il y a des 50 Hz, hein, mais schématiquement, le haute fréquence mécanique, c'est 5 Hz. Oui. C'est quand même des approches qui sont complètement différentes. Hein, donc, les Hertz, ça peut aller très très vite, hein, comme dans les ordinateurs. Hein, on est passé de kilohertz, mégahertz, gigahertz, etc., etc. Puis à un moment ou à un autre, ces fréquences-là, vous ne pouvez pas les atteindre d'un point de vue mécanique. Donc, ça devient purement électronique ou digital. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette montre-là ? La forme. C'est un truc de ouf. Ça me fait penser à un volcan. Un volcan en éruption. C'est ça. C'est une belle présence au poignet. Ouais, elle me va bien, je suis assez content. Par contre, je détecte un truc dessus qui me paraît intéressant à partager avec toi, parce que vous savez que j'ai des Oméga Genève. Ça me donne le sentiment que tu peux dévisser ici le truc et a priori le boîtier sort comme ça. Ouais, ça se voit parce que là, il y a une jointure ici avec la couronne qui passe au-dessus. Ça, c'est fait quoi pour pouvoir faire des changements rapides de bracelet ? Exactement, on pouvait passer d'un bracelet cuir à un bracelet métal, suivant les envies. Tu peux mettre un bracelet dynamique dessus ou c'est pas la même circonférence ? C'est pas la même circonférence exactement, mais c'est le même principe. T'as des bracelets cuir avec ? Oui. Ah, bah voilà ! Donc si je la garde, tu vas me filer les bracelets cuir aussi avec ? Peut-être. C'est pas mal du tout ça. Donc, technologie complètement différente. C'est un brevet Bulova ou Accutron, je me souviens plus. À l'intérieur, c'est écrit sur la platine et ça fait un bruit très caractéristique. Honnêtement, vous mettez ça sur votre table de nuit, vous avez l'impression qu'il y a un moustique qui est là toute l'année.
Là, vous pouvez sortir du bégon vert, du bégon jaune, des prises, ce que vous voulez. Peut-être que ça fait fuir le moustique tigre. Ouais, j'aimerais bien, mais non, ça fait pas fuir les moustiques. Vous imaginez, les mecs, la technologie pour se débarrasser du moustique tigre, c'est d'avoir une Bulova Accutron type au poignet. Tu as des Bulova Accutron ? J'en ai plus, j'en ai eu. Ah ouais. Après, par contre, les calibres sont complètement différents. En termes d'esthétique, en termes de montage, en termes de forme. Esthétiquement, ils sont différents, mais ça fonctionne de la même façon. Oui, tout à fait. Mais en termes de look, c'est différent. En termes de look, c'est totalement différent. Donc ces calibres, les amis, F300 Hz, qui ont été déclinés dans de multiples marques, chez Girard-Perregaux aussi plus tard, etc. C'est des mouvements ébauche. Ébauche ESA, pour ça qu'on les appelle ESA 91, je ne sais quoi. 91-62 de mémoire. 91-62, il y a des chronos. Oui, il existe en version chrono. Bon, ça c'est pas mal, mais ça veut dire qu'en version chrono, la trotteuse du chrono, elle est glissante. Elle glisse aussi ? Oui. Ah ouais, là c'est bon. Là. C'est ultra précis en fait alors. Oui. On se régale les amis, on a vu 4 toquantes. Franchement, si vous n'avez pas claqué votre like ou un commentaire, c'est le moment pour remercier Johan d'être venu et de nous raconter tout ça. Donc là, sur ces 4 montres-là, qu'on soit sur du LIP électronique, du Bulova Accutron, du brevet Accutron, du LCD ou du Mega Quartz, tout ça, toi, tu sais réparer. Je sais les réparer, oui. Alors, tu sais réparer, puis après, il y a la question de, on peut réparer, mais il y a un problème avec une pièce, puis peut-être que la pièce n'est pas dispo. Il y a ça aussi, oui. Ok. On enchaîne les amis pour la dernière, vous le savez, vous à la fin il faudra voter, et puis Johan il faudra qu'il dise laquelle je garde. Alors là, je prends, là le bracelet ne me dit rien, oh putain, qu'est-ce que c'est que ce... Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Là on a une Seiko Quartz, mais comment elle s'appelle cette montre ? Alors elle a un petit surnom, ça s'appelle la Baby Morpho. Ouais. Donc c'est parmi les débuts du quartz, juste après la Astron, ils ont sorti une série un petit peu plus abordable. Ouais. Mais avec les mêmes codes en fait. On a toujours les 3 aiguilles, les grandes dates, mais ce qui diffère... C'est une tuerie ce truc. Oui. Oh, le verre à facettes, le cadran qui change de couleur suivant les inclinaisons... Attends, mais on est sur un modèle qui est complètement asymétrique, c'est-à-dire que la partie haute du boîtier a une forme qui est différente de la partie basse. Et dans le verre aussi, il est asymétrique. Et le verre, il est asymétrique comme une... En fait, comme... Ah, le mec qui va revenir à Omega, il est bouffé par Omega dans sa tête. Sors de ça comme une pupitre. Oui. Ou une Omega dynamique. Dynamique 2. Celle qui est comme ça, là, oui, aussi, qui était passée sur la chaîne, souvenez-vous. Mais sauf que là, c'est... Purée, mais attends, mais le verre, là, il fait presque 1 cm d'épaisseur à 12 heures, alors qu'il fait 1/2 cm à 6 heures. C'est un truc de fou, facetté. Et le cadran, il est lui-même texturé ? Texturé, oui. Ouais, franchement, c'est un truc de malade. Et là, ça, c'est le bracelet d'origine ? C'est le bracelet d'origine aussi. Voilà, Seiko, les bracelets de Chipounet de l'époque. Enfin, Chipounet, chacun son truc, mais d'un autre côté, honnêtement, je sais pas à quoi ressemble un bracelet full or frappé avec ou maille milanaise toute petite sur des vieilles Piaget ou une King Midas, on doit avoir la même sensation. Mais là, ça fait un petit peu... là, on a quelque chose de presque d'un coquillage avec de la nacre qui reflète partout. Puis là, on a un truc tout mou comme si c'était des algues, quoi. C'est la période, c'est le style de l'époque. Ouais. T'es en combien de diamètre ? On est sur un 36. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme calibre là-dedans ? C'est le 3803 de chez Seiko. Donc c'est le calibre, on va dire, qui succède au 35, la fameuse Astron, qui est plus abordable, entre parenthèses. Ouais. Même si à l'époque, pour avoir une montre comme ça, c'était l'équivalent de Rolex. Ouais. Mais c'est incroyable. C'est pas un morceau de plastique, on reconnaît tous les composants, on est sur de la bonne fréquence, sur de la bonne tenue de l'heure. On a un style qui passe pas inaperçu. Ah bah tu m'étonnes. Mais Baby Morpho, ça veut dire qu'il y en a une qui est pas Baby ? Oui.
Et qui est pareil, asymétrique comme ça? Non, elle est beaucoup plus classique en fait. C'est la 3883 supérieure. J'aimerais bien avoir, malheureusement, mais un peu dur à trouver. Un peu dur à trouver? Oui. Ouais. C'est boîtier traitement FSS, comme les forêts des perceuses. Ouais. Très résistant aux rayures. Ouais. C'est un calibre supérieur, ça veut dire qu'en moyenne, c'est un calibre qui prend 1 seconde par an pour une montre de 74. Ah ouais. On parlait de la précision. Ouais. À 35 SQ, les amis, à l'époque, étaient annoncés à 5 secondes par mois. Oui. Tu vois. Et puis depuis, maintenant, on a les Citizen, The Citizen à 1 seconde par an. Enfin, bref, gros Seiko Astron, 1 seconde tous les 100 000 ans. Oui. C'est radiopiloté après. Bon, y a des choses c'est une autre technologie. Mais qu'est-ce qui fait que tu as quasiment une cheminée en dessous, là La pile. Ah, donc c'est une pile très épaisse? C'est une pile épaisse, oui. C'est une pile épaisse qui se trouve encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais sur les premiers quartz, effectivement. Quelle référence? C'est une 301 à l'intérieur. Les amis, on va vérifier dans le bouquin de Peter parce que à la fin, là, vous avez une page absolument fantastique. On va checker tout ça s'il raconte pas des conneries. Vous avez toutes les correspondances des piles et de tous les calibres. Alors bouge pas, toi, là, on est. Le mec, il arrive sur la page où il y a. Alors attends, bouge pas. Ok, Pulsar, Ricoh, Renata, Seiko. Vas-y, envoie pile 301. 301. Voilà, donc pile 301 par exemple, c'est la référence UCAR. Bah, si vous voulez avoir la même en version par exemple Maxwell, qui étaient des piles qui existaient à l'époque, c'est une SR43SW. Et si c'est une Varta, tu sais quelle est la référence Varta? Non. Une 528. Allez, je te donne une autre chance. Calibre 13-10 Oméga, c'est une... C'est 354. 354, il a tout bon le mec. Donc la 354, si on cherche la référence, c'est la MR43 chez Maxwell, chez Seiko, parce que Seiko a fait des piles, c'est la SBC8. Et Varta, c'est là? Aucune idée. 508, il a des choses à apprendre, les amis. Bah, c'est fantastique ce bouquin, franchement. Là, vous savez pas quoi faire un soir. Il n'y a pas un match de foot intéressant, une série Netflix intéressante, il n'y a rien à faire, truc, machin. Vous vous plongez là-dedans, c'est absolument fantastique. Qu'est-ce que tu lui donnes comme petit objectif à celle-ci? Je peux essayer? Oui, tu peux essayer. Je sens que je vais repartir avec. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que je vais repartir avec pas mal de ces toquantes. Mon cher Johan. Bam. C'est un petit peu petit, machin, mais c'est une tuerie, ça. Je reviens chez moi, à la maison, là, ma femme, bam, elle te la récupère direct. Un petit adjectif? Très attrayante. Attrayante? Oui. Ouais. Est-ce que c'est ta préférée? C'est une de mes préférées. C'est une de tes préférées. Les amis, on a vu 5 montres complètement différentes, des styles complètement différents, et ce sera à vous de voter après, bien évidemment, cette vidéo pour celle que vous préférez parmi les 5. Il n'y en aura que 5. Je ne peux pas mettre 6 dans le sondage, mais moi j'ai cru comprendre qu'il y avait une surprise à Il y a une petite avoir. Surprise. C'est quoi la surprise alors? Ça déroge un petit peu à la règle. Ouais. Parce que le gars, il est horloger, il fait un petit peu de tout, il chine tout, et comme il sait tout réparer, on ne sait jamais ce qu'il peut. Je regarde pas. Voilà. Ouais. Là, c'est un fermoir, ça a l'air d'être un fermoir Rolex de maillon. Il y a une bulle. Bon, c'est une Rolex. Hein. Yes. Ouh. Oh non, mais c'est un maboule du vintage, le mec. Alors là, moi, je suis pas suffisamment connaisseur, mais on a une Submariner date ultra patinée. Attends. Vert acrylique. Submariner en rouge. Ah ouais, donc là, on est sur une 16800. 1680. 1680 avant encore. Oui, donc la avant. Première Rolex Submariner date. C'est ça. Yaï. Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est sur des montres électroniques et là tu viens avec un truc full mécanique, etc. T'as encore chiné ça? Oui. Tu as chiné il y a combien de temps? Je l'ai chiné en décembre. Ouais, de cette année? Donc c'est-à-dire il y a 4 mois? Il y a 4 mois. Ouais, mais attends, t'as chiné, c'est-à-dire que tu te baladais et là, au milieu des chaussettes à vendre, il y avait une Submariner date? Comment ça s'est fait? C'est avec le réseau que j'ai développé avec le temps. En fait, j'ai un ami qui m'avait consulté pour une restauration de cette montre. Ouais. Et vu qu'elle m'allait, déjà premièrement à mon poignet. Bah, elle me va aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être qu'elle va m'aller, parce que si elle me va, qu'est-ce qu'on va faire, quoi?
Vas-y. C'est quand je l'ai essayé, donc quelque chose qui s'est passé, je l'ai tout de suite apprécié, je lui ai fait une proposition, il a accepté. Sachant que la montre ne fonctionnait pas de base. Ouais. Mais un seul propriétaire, jamais touché, jamais révisé. Donc je me suis dit, bon bah... Ouais, un seul propriétaire, d'accord. Elle est... Ah mais merde, mais attends... Non mais je pensais que c'était abîmé là, mais en fait j'ai l'impression que tu as une gravure. Elle est gravée au premier nom du propriétaire. Au nom du premier propriétaire. Ah ouais. Donc c'est une montre qui a été portée que par une personne ? Que par une seule personne. Je suis la deuxième. Ok. Donc j'ai pas voulu y toucher, j'ai laissé dans son jus complètement. Parce que toutes les marques qu'il y a là, c'est une histoire. Bah ouais, parce que là t'as une lunette qui est tellement patinée qu'on voit presque plus ce qu'il y a écrit. Totalement ghost. Ouais, qui a deux énormes stars. Chaque impact a une histoire. Ouais. Ah bon, donc tu sais d'où ça vient ? Je sais d'où. Vas-y, raconte. Donc cette montre-là appartenait à un chirurgien qui vivait au Maroc. Ouais. Et qui faisait également partie du club de plongée d'Agadir. Ouais. Et les impacts sur la lunette, c'est des accidents de plongée. La montre tapait sur des récifs. Ouais. Et ça a fait des chocs. Waouh, c'est bon ça. Et d'une certaine manière, c'est ce qui lui a apporté cette patine, c'est l'eau salée et le soleil du Maroc, qui a fait qu'elle a patiné d'une façon uniforme en gris. Ouais. Donc là, on a, moi, vous le savez, c'est pas mon domaine ni de compétence, ni de passion, ni d'excellence entre guillemets, mais bon, on voit quand même que là, on a, à l'époque, on était sur des cadrans mat peints. Oui. C'est ça ? C'est ça. Donc là, tu as encore un petit peu de luminescence avec le tritium ou pas ? Zéro. Que dalle. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu as une uniformité de la couleur de la patine entre les aiguilles et les index. Et les index. Ça, c'est sympa. Donc tu as 0. Submariner en rouge, c'était toutes les 1680 qui étaient comme ça ? Non. Les premières séries ont été rouges. Ouais. De mémoire jusqu'en 74-75. Ouais. Et après, ils sont passés en écriture blanche. Donc là, ça te fait ta deuxième Rolex, en fait, parce que si je comprends bien, tu as une Oyster Quartz. J'ai une Oyster Quartz de 85. Quelle référence ? C'est une 17014. 17014, ok. Mais attends, 17014, si je me trompe pas, c'est celle qui a les chiffres romains ? Non ? Ok. Ah non, celle qui a les chiffres romains, les amis, je me trompe. Celle qui a les chiffres romains, c'est la Rolex boîtier Oyster Quartz, mais avec un calibre automatique. La 1530. Voilà, ça c'est une belle toquante, les amis. Mais quand tu l'as récupérée, elle était dans quel état ? Elle était totalement en panne. Et esthétiquement ? Esthétiquement, dans le même état qu'elle est. Donc plutôt propre ? Plutôt propre. Donc là, t'as ouvert et t'as découvert quoi ? Un peu de rouille. Sans plus ? Suffisamment pour ne pas faire fonctionner la montre. Ouais. Donc c'est démontage intégral, nettoyage. Tout démonté, nettoyage, tu l'as passé au bain, etc., etc. Exactement. Voilà. Et tu t'es pas posé plus de questions que ça. C'est ça qui est beau. Bracelet Oyster à maillon plié. À maillon plié. Ouais. Donc c'est la deuxième génération de bracelet. Ouais. Et tu as déjà Il y a déjà le demi-cran pour la combinaison. Le demi-cran additionnel. Ouais. Alors là, franchement, je suis sûr qu'il y a des spécialistes de Rolex Vintage qui vont commenter ça, etc. Moi, j'en sais absolument rien. Ce que je vois aussi, c'est que tu as un verre, comment il s'appelle ça ? C'est verre cheminé, donc verre acrylique droit, comme ça. Et surtout, c'est la première Rolex Submariner date. Donc c'est la première fois que sur un modèle de ce type-là arrive le Cyclope, qui avait été lancé avec la Datejust, sachant que sur les Sea Dweller qui existaient avant, la 1680, il n'y avait pas de Cyclope. Oui, il n'y en avait pas, la 1665. Ah ouais, là c'est puis c'est quasiment, c'est avec ça que c'est devenu Rolex, la montre de sport la plus reconnaissable avec ce Cyclope, alors qu'il y en avait sur les Datejust depuis bien longtemps. Bon bah écoute, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, les amis ? On s'est absolument régalé, mais ça veut dire que toi tu sais donc faire, en fait le mec il est horloger, électricien, soudeur, ça veut dire qu'en fait rien ne te fait peur. Non, quasiment rien. Bon bah les amis, vous avez compris que si vous cherchez un horloger de quartier en région parisienne, Johan avait des choses à raconter. En fait, ce qui t'intéresse là-dedans, c'est la passion. Si tu devais n'en garder qu'une,
Tu n'as pas répondu tout à l'heure à 60 secondes chrono. Si tu devais en regarder qu'une dans toutes ces montres, entre les deux Omega, la LEAP, la Seiko Octopussy, la Baby Morpho, la Rolex Submariner Date, comment tu t'y prendrais? Parce que moi, je ne connais pas les valeurs de toutes ces montres, mais schématiquement, une 1680 comme ça coûte une couille. Ce qui n'est pas le cas, je connais bien les LEAP et les Omega, ce qui n'est pas le cas des Omega. Toi, tu as un regard pécunier, tu as un regard passionnel, comment tu fonctionnes? C'est vraiment au coup de cœur. Ouais. C'est au coup de cœur. S'il y a quelque chose qui se déclenche, oui, la montre va m'attirer. Si elle est en panne, ça m'attire aussi parce que je peux les réparer. Ouais. Et le fait de partir d'un produit que personne ne veut, qui est en panne, et de rajouter une petite valeur dessus, de la rendre fonctionnelle, et de pouvoir la porter et de la transmettre, c'est ce que j'aime faire. C'est beau les amis, mais comme il ne m'a pas répondu, en fait je vais lui poser une question dont j'ai le secret. Redis-moi le nom de la King Midas bracelet cuir. La Rolex 4017. Cette Rolex 4017, tu la trouverais sur le marché, quelle est la valeur marché aujourd'hui? Imagine nickel chrome, donc toi tu vas pas sur ces sujets-là, parce que ce qui t'intéresse c'est de la faire revivre. C'est ça. Ouais. Valeur marché de cette montre-là, c'est entre 3005 et 4005. Ah ouais, non, alors ma question va pas, mais en fait, est-ce que, bah si, ça pourrait être possible, voilà, tu tombes là-dessus, c'est la montre de tes rêves, t'as pas les sous, est-ce que tu la vends celle-là? Non. Voilà. Est-ce que tu vends l'une de celles-là? J'en vends aucune. T'en vends aucune, bah alors comment tu vas faire pour acheter la King Midas? Économiser. Ouais. Et puis l'acheter en panne. Donc tu fais pas, l'acheter en panne, et oui, ben voilà, c'est ça l'avantage qu'ont les horlogers, les amis, mais comme dans n'importe quel domaine, dans le domaine des voitures, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine dès qu'il y a quelque chose à réparer, si vous avez les compétences pour les réparer, vous avez le réseau pour trouver les pièces, ben forcément vous avez un avantage concurrentiel. Bravo à eux d'être dans cette situation, mais c'est grâce à toi, Johan, et en tout cas à titre personnel, et grâce à d'autres, qu'on arrive à faire revivre ces belles montres, qu'elles ne partent pas dans l'oubli au profit d'une application connectée sur son téléphone. Là, on a quand même des objets concrets. Et n'oublions pas qu'un objet qu'on manipule quand même, on s'en souvient. Alors que qui se souviendra de l'application Angry Birds sur son premier téléphone tactile iPhone 3GS. Dans 30 ans, personne ne s'en souviendra. C'est bien dommage. Alors que vous vous souviendrez tous de cette vidéo et de ces différentes montres, les amis. Un petit like, bien évidemment, pour remercier Johan d'être venu, et un abonnement si ce n'est pas le cas pour encourager la chaîne. Et puis, je vous ai mis un petit sondage pour voter pour votre montre préférée parmi les 5, entre les deux Omega, la LEAP et les deux Seiko. Johan, merci beaucoup. C'était génial. On s'est régalé. Si vous voulez participer, www.dailyshoes.fr. Et si vous avez des belles montres, n'hésitez pas à partager votre avis sur la plateforme www.dailyshoes.com pour aider les futurs clients à trouver la montre qui leur ressemble. Et je suis à peu près sûr, Johan, qu'il va y avoir des gens qui vont se dire « I want it ». Je veux la Seiko Baby Morpho. Je vous embrasse. Ciao, ciao.